Mesdames, messieurs, amis internautes, chers abonnés de la Sen Top Team, bonjour. Merci de votre fidélité une fois de plus et soyez les bienvenus dans votre émission Sen Top Team avec aujourd'hui un acteur qu'on ne présente plus dans la sphère du football, un coach qui a eu à faire ses gammes en France, au Sénégal et aujourd'hui il a posé ses baluchons en Tanzanie, une destination idéale aujourd'hui pour beaucoup de footballeurs sénégalais. Et aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir d'accueillir coach Dabo. Bonjour coach. Bonjour. Bienvenue dans l'émission Sen Top Team. Merci, merci. Et aussi, nous avons l'immense plaisir aussi de co-animer cette émission avec un journaliste éminent qu'on ne présente plus aussi non plus dans la sphère. Il s'appelle Kassé de Média 360. Bonjour Kassé. Bonjour Ibo, merci de nous faire l'honneur de participer à cet entretien avec le coach Youssou Dabo et j'espère que ça sera top comme c'est le top team. Il n'y a pas de raison que ça ne soit pas top. Surtout on a un invité de taille qui maîtrise très bien la communication. On va essayer aujourd'hui de le pousser dans ses derniers retranchements. N'est-ce pas coach? Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Coach, tu as été formé en France où tu as obtenu la licence A. Tu es allé faire tes gammes au Sénégal et aujourd'hui à Azam. Donc si on devait faire un rétropédalage en fait de ces différents passages, qu'est-ce qui serait à retenir en premier? Mes débuts en tant qu'éducateur au Red Star, parce que je pense que tout est parti de là-bas. Aujourd'hui, si je suis l'entraîneur que je suis, c'est parce que j'ai aussi eu cette opportunité de travailler au Red Star, avec les jeunes, beaucoup avec les jeunes même, et un peu avec les adultes, avant d'aller au Sénégal avec l'accord du président Jamil Faye de Guédiawaye, que je ne remercierai jamais assez parce qu'il a eu le courage en ce moment de me faire confiance et tout est parti de là jusqu'à aujourd'hui avec Azam. Alors déjà, du Sénégal à Azam, quand vous partiez en Tanzanie, bon, ça a fait couler beaucoup d'encre. Il y a des gens qui n'étaient pas d'accord par rapport à votre passage à Jaraf. Mais qu'est-ce qui explique en fait cette destination Azam en Tanzanie? Vous savez, c'est une deuxième opportunité qui s'est présentée par rapport à ce pays, Tanzanie. Parce que la première opportunité, c'était Simba. C'était en 2021 avec Tenguet, quand j'étais avec Tenguet et qu'on venait d'éliminer le Raja au Maroc. Bien avant qu'on revienne au Sénégal, j'avais aussi un appel d'un agent burkinabé qui me proposait d'aller à Simba. À l'époque, je ne connaissais pas du tout. Et quand il m'a parlé de la Tanzanie, ma première réponse était non, je suis pas intéressé parce que ça me parle pas en fait footballistiquement. Et il m'avait même envoyé les messages qu'il s'était échangé avec le président de Simba à l'époque pour que je vienne là-bas. Ils me connaissaient pas, ils voyaient juste que on venait d'éliminer le Raja et pour eux c'était quelque chose de grandiose. Donc j'avais repoussé cette offre et j'avais continué avec Tenguet jusqu'à mon passage au Jaraf. Après il y a eu une seconde opportunité avec Adam via mon agent Koliba. Et voilà, cette fois-ci, je me suis dit, pourquoi pas essayer. En plus, entre-temps, il y a eu Papous Mansako que j'avais à Tenguet qui est parti à Simba. Et Malik Koundoy que j'avais aussi à Tenguet qui est parti à Azam. Et via ces joueurs-là, j'ai eu aussi des échos très très positifs du championnat tanzanien. Et je me suis dit, voilà, maintenant, je pense que c'est le bon moment pour sauter le pas et aller voir ce qui se passe en Tanzanie. Et je ne l'ai pas regretté. Alors ça a été une agréable surprise de découvrir le championnat tanzanien. Alors pour faire la corrélation avec le championnat sénégalais, si aujourd'hui tu devais établir un tableau comparatif entre les deux championnats, quels seraient les grands axes? J'ai été agréablement surpris par le championnat tanzanien, du niveau du jeu déjà, et de l'ambiance qu'il y a dans les stades. Tu sais, on a tendance, quand on est au Sénégal, on se focalise juste sur le nom des pays. Quand on parle de la Tanzanie, tu te dis, oh, c'est quoi la Tanzanie? Mais quand tu arrives là-bas et que tu découvres la ferveur, la passion qui anime les gens, tu es agréablement surpris. Les stades sont souvent très très pleins, sans violence. Bien sûr, on joue au football. De très très bons joueurs d'un niveau technique
performance supérieure au championnat sénégalais. J'avais invité un ami qui était venu. Ils sont deux mêmes. L'un est venu au mois de novembre. Il est resté 2 mois avec moi. L'autre, il était là-bas pendant la fin de saison. Et ils ont eux aussi vu le football tanzanien, le championnat, les niveaux techniques. Ils se sont dit, c'est quand même une grosse surprise parce que quand tu es au Sénégal et qu'on te parle de la Tanzanie, tu penses que le niveau, il est faible. Mais quand tu arrives et que tu vois le niveau de jeu, le niveau technique des joueurs qui sont là-bas, ça n'a rien à voir avec le football sénégalais. Tu vois, au niveau qualité technique, je parle. Ok? Aujourd'hui, quand tu regardes au niveau du classement de la CAF, des meilleurs championnats africains, la Tanzanie est 6e. Voilà, sur les 10 premiers que j'ai vus, il n'y a pas le Sénégal. Et ça en dit beaucoup sur les niveaux des deux championnats. Le championnat sénégalais est beaucoup plus athlétique. Quand je dis athlétique, c'est un football qui est constitué de beaucoup de duels. Tu vois, bien sûr, ça a beaucoup évolué, mais c'est différent. C'est encore différent du football tanzanien. Et niveau infrastructure, ça donne quoi? Alors, c'est là où quand même ils ont encore beaucoup de boulot à faire au niveau de la Tanzanie parce que quand tu vois le niveau du championnat, et parfois certains terrains, il y a beaucoup de terrains de pelouse, tu vois, il y en a très peu en synthétique. Et tu te rends compte que voilà, c'est pas des terrains qui sont tout le temps entretenus. Tu vois, ils doivent progresser dans ça. Je pense qu'ils sont conscients de ça, ils font beaucoup d'efforts. Mais voilà, c'est des terrains praticables. C'est des terrains, par exemple, quand tu vas au Sénégal, tu joues sur des terrains comme Iba Mar Diop ou voilà, ce que tu trouves en Tanzanie, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Mais voilà, par rapport aux investissements qu'ils font dans le football, ils peuvent avoir des terrains beaucoup plus top que ce qu'ils ont actuellement. Je sais qu'ils sont sur le bon chemin. Coach, moi, j'aimerais un petit peu aborder le manager que vous êtes, parce que au Sénégal, vous avez pu faire des clubs historiques comme Stade de Mbour ou le Jaraaf. Ah. Vous avez eu aussi à être à la tête d'un club jeune où vous aviez beaucoup plus de responsabilités en tant que manager général à Teungueth. Quel a été votre rôle avec Azam? Alors, c'était de très très belles expériences avec Teungueth, avec Jaraaf, avec Stade de Mbour, avec Guédiawaye, dans des rôles différents. À Teungueth, comme vous l'avez dit, où j'étais manager général, où j'avais beaucoup de choses en contrôle, comparé aux autres équipes, où j'étais l'entraîneur. Vous savez, au Stade de Mbour, même si j'étais juste l'entraîneur, j'avais quand même ce rôle de manager général parce que j'avais beaucoup de choses en contrôle. Mais la base de toute réussite, c'est l'organisation. La base de toute réussite, c'est l'organisation. Vous préférez être beaucoup plus entraîneur simplement ou manager général? Le travail n'est pas pareil, hein? Oui, le travail n'est pas pareil, mais en étant manager général, t'as plus de maîtrise. T'as plus de contrôle dans beaucoup de choses. Vous savez, je reviens un peu en arrière sur mon expérience, par exemple au Jaraaf, où c'est un club traditionnel. Pour moi, qui a encore du mal à se situer entre le traditionnel et le moderne. Ils veulent aller dans le professionnalisme en gardant la partie traditionnelle. C'est contradictoire. Il y a beaucoup de clubs traditionnels. Je peux citer l'exemple du Casa Sport. C'est vrai que là, ils ont eu une année très très difficile. Mais il y a ces 2-3 saisons passées, le Casa Sport a été au top. Ils se sont réinventés. Quand tu te réinventes, tu peux avancer. Mais quand tu veux rester sur ce qui se faisait depuis 50 ans, ça va être très difficile. Et aujourd'hui, Teungueth, qui est très présent sur ces dernières années, à chaque fois où on le voit, que ce soit en championnat ou en coupe, qui est toujours présent dans ces compétitions, c'est parce qu'ils ont une bonne organisation. Champion cette saison. Ils ont gagné la Coupe de la Ligue la saison passée. Ils ont été champions Coupe du Sénégal, champions du Sénégal. Sur ces 4-5 dernières années, Teungueth, je pense, est l'une des équipes les plus régulières au Sénégal. Dû à quoi? À une bonne
à une bonne organisation. C'est aussi simple que ça. Quand tu t'organises, t'as pas besoin d'avoir 50 personnes. T'as pas besoin d'avoir 50 personnes. Et dans certains clubs, dont le Giraffe, ils gèrent beaucoup les états d'âme. Il gère beaucoup les états d'âme. Ouais, lui, il est là depuis 10 ans. Lui, il est là depuis 15 ans. Si on l'enlève, ouais, le football, ça marche pas comme ça. La société, en général, ne marche pas comme ça. Il faut avancer avec les compétences qui peuvent te permettre de progresser. Bah, sinon, tu n'avances pas. Après, je sais que certaines personnes, en entendant ce que je dis, certains vont être d'accord, d'autres vont, voilà, comme d'habitude, ouais, ils pensent. Je pense rien du tout. J'ai mes idées, j'essaie d'avancer avec mes idées. C'est aussi simple que ça. J'ai pas le monopole de la vérité, mais je sais ce que je veux. D'après ton expérience, qu'est-ce qui explique en fait l'échec des clubs sénégalais sur le plan africain, au niveau des compétitions, que ce soit la Ligue des champions africaine ou autre? Qu'est-ce qui explique cet échec cuisant de ces équipes? Ouais, là, c'est différent. Là, c'est différent. Le problème avec les clubs sénégalais, la plupart du temps, c'est la stabilité. Parce que souvent, quand tu finis champion ou que tu fasses une très bonne saison, tu as tendance à perdre tes meilleurs éléments. Donc, tu es dans un éternel recommencement. L'année où on a réussi à garder nos meilleurs joueurs au Sénégal, c'était l'année Covid. Et d'ailleurs, c'est l'année où Tenguet a accédé en Champions League et le Giraffe en phase de poule Coupe CAF. Donc, c'est juste au niveau de cette stabilité où on a beaucoup de difficultés. Tenguet qui finit champion, je suis pas sûr qu'il va garder ses meilleurs joueurs. On l'a vu d'ailleurs en milieu de saison, ils ont perdu leur meilleur buteur, qui est parti en Pologne. Et c'est comme ça que ça va se passer. Parce que on a du mal financièrement à retenir les joueurs. C'est normal, les joueurs aussi, ils ont leur carrière à gérer. On ne peut pas les garder éternellement au Sénégal avec certaines conditions. Donc, dès qu'ils voient un peu mieux ailleurs, ils vont bouger. Et ces conditions dont vous parlez, on les retrouve en Tanzanie, vu qu'il y a, sur ces dernières années, les équipes tanzaniennes sont présentes sur l'échiquier africain au niveau des compétitions. Et en Tanzanie, tu as des joueurs qui touchent 15 000 $, 10 000 $, 8 000 $, 9 000 $, bon, dans ces eaux-là. Le Sénégal, tu vois. Coach, les joueurs qui vont regarder cette émission, je pense qu'ils vont tous se ruer sur le championnat tanzanien. C'est la réalité. Vous allez recevoir plein de coups de fil, là, à mon avis. Non, mais c'est la réalité, malheureusement. Ils arrivent à garder leurs joueurs et à aller prendre d'autres joueurs ailleurs pour bonifier leur championnat, pour mettre de la qualité. Et on le voit sur le continent, sur les compétitions internationales où il y a eu Yanga africain, il y a Simba. C'est des clubs qui sont présents dans ces compétitions-là, tout simplement parce que voilà, ils mettent les moyens. Ils ont les moyens et ils les mettent. Coach, la fin avec Tenguet, avec le U20, avec Giraffe aussi, on peut dire que c'était pas la meilleure des fins. N'êtes-vous pas un petit peu déçu? N'avez-vous pas un goût d'inachevé? Surtout avec le travail que vous avez abattu, surtout à Tenguet où, bah, à une certaine période, on a vu certains supporters, entre guillemets, réclamer votre démission et tout. Je suis pas déçu, ça fait partie du métier, ça fait partie des risques du métier, on va dire, parce que moi je suis pas juste le gars qui se focalise sur les bons moments. Il y a des choses positives à tirer dans ces bons moments, il y a des choses aussi positives à tirer dans les moments plus difficiles, je dirais pas de mauvais moments, parce que pour moi il y en a pas dans notre métier de mauvais moments, il y a des moments juste beaucoup plus compliqués que d'autres, tu vois, mais il y a toujours des choses positives à en tirer et je n'ai aucun regret sur mon passage à Tenguet, au Giraffe ou ailleurs, pas de regret, j'essaie juste de profiter du mieux possible parce que j'aurai toujours de bons moments et j'aurai toujours de moins bons moments. Donc, je suis pas, tu peux être qui tu veux, Guardiola, Mourinho, il y aura toujours dans les moments difficiles quelques personnes qui vont parler de démissionner ou voilà, que t'es pas bon, t'es nul, voilà, c'est comme ça. Mais c'est pas ça qui va me freiner en fait.
Parce que, comme je le dis tout le temps, je sais qui je suis. Je sais qui je suis et je reste pas sur place pour rester sur place. Quand je reste quelque part, je sais que je peux apporter. Mais quand je sens que je ne peux plus apporter, je prends mes bagages et je pars. Vous avez dit un mot qui est souvent utilisé en ce moment par tous les Sénégalais. Vous avez parlé de démission, donc c'est pour faire la corrélation avec l'équipe A du Sénégal. Donc démission, Aliou démission, système 4-5-3-2, 3-5-2. Quel regard avez-vous de l'équipe nationale du Sénégal et de tous ces supporters qui réclament aujourd'hui la démission du coach Aliou Cissé à la tête de l'équipe nationale du Sénégal? Ce seront les mêmes qui vont l'applaudir demain quand il gagnera la CAN à nouveau. C'est comme ça. On peut pas changer les choses parce que c'est comme ça, notre métier est comme ça. Voilà. Parce que c'est un métier exposé, médiatisé, où t'es pas juste entre quatre murs à faire des dossiers. Quand ça marche pas, il y a que quelques personnes qui le savent. Tu gères des dossiers médiatiques. Tu gères le football de la nation comme Aliou. Donc forcément, tes mauvaises performances ont plus d'impact que quelqu'un qui est entre quatre murs. Mais ces personnes-là qui parlent de démission vis-à-vis d'Aliou, ce sont les mêmes qui l'ont applaudi hier et qui vont l'applaudir demain quand il va gagner. Aliou, il le sait, c'est un grand garçon. Il n'a pas besoin qu'on le lui apprenne. Il sait que ce sont les risques du métier. Mais il a encore cette capacité je pense, à faire progresser son groupe. S'il n'avait pas, je pense que il a le courage de partir, de dire que je peux plus, je vais arrêter. Mais tant qu'il reste, c'est parce qu'il est conscient qu'il peut continuer à apporter quelque chose au football sénégalais. Et voilà, parfois c'est dommage de voir certaines choses ou de lire certaines choses. Mais c'est comme ça, voilà. C'est le quotidien de tous les entraîneurs. C'est le quotidien de tous les entraîneurs. Tu peux t'appeler Guardiola, Mourinho, c'est pareil. Coach, moi, j'aimerais revenir un petit peu sur la sélection. Vous avez eu des générations avec les U20. Vous avez fait une Coupe du Monde en 2019, finale de Coupe d'Afrique, vainqueur tournoi UFOA, médaille de bronze, je crois, aux Jeux africains, c'est ça? Exactement. Vous avez eu des générations, mais on a l'impression qu'il y a, entre guillemets, qu'un seul joueur, qui forcément n'était pas le titulaire, qu'on voit aujourd'hui plus fréquent en équipe nationale A. Il s'agit de Formose Mendy, qui d'ailleurs avait perdu sa place de titulaire, je crois, au profit d'Alpha Djunkou, lors de la Coupe du Monde en 2019. Comment pouvez-vous nous expliquer ça? Surtout qu'on a l'impression qu'il y a véritablement un fossé énorme entre la sélection U20 et l'équipe nationale A. Le football, c'est des périodes, c'est comme la vie, hein. Tu es dans une bonne période, il faut en profiter. Tu es dans une période un peu plus compliquée, il faut relativiser et savoir que ça va tourner. Quand on les avait en U20, moi et mon staff, notre fierté, c'est pas qu'aujourd'hui qu'ils soient en équipe. Bien sûr, on aimerait tous les voir en équipe nationale, mais notre fierté, c'est surtout de pouvoir, de savoir que tous ces garçons-là aujourd'hui vivent de leur métier. Maintenant, pour ce qui est de Formose, vous savez, chacun sa chance. Chacun sa chance. Il y a une part de chance dans toute chose. Après, même si la part elle est minime, il y a quand même cette part de chance. Pour le moment, ça tourne pour lui. Pourtant, il y a des joueurs qui jouent beaucoup plus en club que Formose, par exemple, sur cette génération. Des joueurs qui jouent beaucoup plus en club, mais qui ne viennent pas en sélection. Ça, c'est le choix de Aliou. Ok, Formose, c'est un soldat, c'est un bon garçon avec une bonne mentalité. Même si les gens peuvent parler après de ses qualités, il a des qualités. Chacun voit les qualités dont il a besoin. Si tu as besoin de ses qualités défensives, si tu as besoin de ses qualités offensives, tu vois ce qui t'arrange en ce joueur. Tu vois, Formose, il a cette possibilité de venir en sélection parce qu'il répond aux attentes d'Ali au niveau des séances d'entraînement et tout. Donc, il en profite. John, qui commence à venir petit à petit. Avant eux, il y avait Moussa Ndiaye. Alpha Djunkou aussi avait fréquenté cette sélection. C'est des jeunes joueurs.
qui sont en train de suivre leur carrière. À un moment donné, ça peut tourner pour eux. Il faut juste qu'ils soient prêts pour être présents. C'est ça. Mais je crois aussi, pas Matar Sarr, vous l'avez eu aux Jeux Africains, je crois. Matar, je l'ai eu aux Jeux Africains, je l'ai eu à l'UFOA A qu'on a gagné en Guinée, je l'ai eu aussi en Arabie Saoudite, Coupe arabe qu'on a gagné. Matar, on a fait quelques compétitions ensemble, de même que Bamba Dieng. Donc Nicolas Abdoulaye Niakhaté, que j'avais à la Coupe du Monde. Nicolas Jackson aussi, que j'avais après, qui était blessé malheureusement avant la Coupe du Monde. Et voilà, donc dans cette sélection actuellement de Aliou, il y a pas mal de jeunes que j'avais en jeunes. D'ailleurs, pour rebondir un petit peu sur cette Coupe du Monde 2019, coach, vous n'avez pas eu beaucoup de problèmes à faire venir des expatriés dans vos sélections. Là, on voit que c'est quand même un petit peu difficile de retrouver des expatriés. Je parle pas de binationaux, hein. Je parle plus d'expatriés. Bon, même si certains binationaux en font partie. Comment vous faisiez pour les faire venir véritablement en sélection, surtout que c'était pas des dates FIFA? Je collaborais beaucoup avec leurs agents et surtout aussi leur club, parce qu'il m'arrivait d'entrer en contact avec leur directeur sportif ou même leur coach en club, discuter avec eux et leur proposer justement parce qu'il faut échanger. Il faut échanger avec les clubs. Parfois, c'est des garçons qui étaient en club, qui jouaient en équipe B ou qui ne jouaient pas beaucoup avec l'équipe première. Et il fallait juste faire comprendre au club que le fait qu'ils viennent en équipe nationale, ça peut lui donner encore un peu plus de visibilité. Et derrière, ça peut découler sur un transfert qui peut être aussi bénéfique pour le club et le garçon. Je prends l'exemple d'Amadou Ciss qui jouait en Hollande, en première division. Fortunan Sittard. Ouais. Donc c'était en première division quand même. Il jouait pas beaucoup. Et la Coupe du Monde l'a relancé. Parce qu'il a fait une très très belle Coupe du Monde. Derrière, il a eu pas mal d'offres qui sont tombées sur la table de son club. Et le club a ramassé des sous. Le garçon est parti. C'est comme ça. Parfois les gens ont juste besoin de comprendre le projet et tout ça. En parlant de compréhension, aujourd'hui, quelle est votre relation avec les fédéraux? D'autant plus que quand vous avez quitté cette sélection U20, il y a eu un imbroglio autour du contrat, fallait ne pas être engagé en club. Aujourd'hui, quelle est votre relation avec les fédéraux? Très bonne relation. J'ai une très bonne relation avec le président Augustin Senghor, avec qui on s'envoie parfois des messages par WhatsApp. J'ai une bonne relation avec Maya Silmar, donc j'ai de très bonnes relations avec eux. Ça, y a pas de souci. Mais avec du recul aujourd'hui, est-ce que cette décision, elle était la meilleure à prendre? Je reprends la même décision. Aujourd'hui, avec le recul, parce que moi, comme je dis, quand les choses sont claires dans ma tête, je suis un adulte, je prends les décisions qui me conviennent. Quand les choses ne sont pas claires dans ma tête, je vais là où c'est clair. À la période où on parlait de sélection ou sélection club, on te parle de rester en sélection ou d'aller en club, mais en te disant de rester avec la sélection, il n'y a aucune proposition. Il n'y a pas de projet clair. Entraîneur, ce métier que je fais, c'est mon métier. C'est de ça que je fais vivre ma famille. C'est votre gagne-pain. Ouais, c'est mon gagne-pain. Tout le monde a son gagne-pain. Quand tu me dis tu arrêtes ça pour ça, mais il faut que tu mettes quelque chose de clair. Arrêter pour arrêter parce qu'on veut que tu arrêtes pour aller là-bas. Non, tu décides pas à ma place. Je décide à ma place. Donc, tu me dis tu arrêtes la sélection ou tu continues en club. En club, je sais ce que j'ai. En sélection, je ne sais pas ce que je vais avoir. Dis-moi qu'est-ce que je vais avoir. Et d'ailleurs, après, j'ai appris derrière que même ceux qui ont choisi d'aller en sélection, ils se sont retrouvés en difficulté financièrement parce qu'ils n'ont pas été payés. C'est ça la réalité. La réalité, elle est là. Moi, j'ai choisi mon club parce que je sais ce que j'ai en club. C'est comme ça. N'est-ce pas un réel problème alors
au niveau de l'organisation, au niveau des contrats, des différents coachs en sélection? Non, je vais pas parler d'organisation parce que je suis pas dedans pour savoir comment ils s'organisent. Mais quand tu me dis arrête la sélection ou continue en club, je sais ce que j'ai. En sélection, en me disant d'arrêter, tu n'as rien mis sur la table, par exemple. Aujourd'hui, il y a personne. Il y a personne au niveau de la fédération ou de la DTN qui peut te dire qu'à l'époque où on disait à Youssouf Dabo, tu choisis club ou sélection, on lui a mis ça sur la table. Personne ne peut te le dire. Parce qu'il y avait rien sur la table. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais arrêter le club pour rester avec la sélection? C'est pas logique. Ben non. Après, que j'accepte ou pas, dis-moi si tu restes en sélection, tu as ça. Après, j'accepte ou pas. Au moins, après, tu peux dire que voilà, on lui a proposé ça. Mais je le répète, personne ne peut dire que c'était ça la proposition. Personne ne peut le dire. Et surtout que coach, aujourd'hui, on a l'impression de retourner un petit peu en arrière. Parce que récemment, les fédéraux, ils avaient communiqué l'attelage de la sélection locale. Et les 3 entraîneurs qui sont dans cet attelage-là, ils sont en poste en club. Par exemple, le cas de Cheikh Gueye qui est champion du Sénégal avec Tenguej. Il y a aussi Suleiman Diallo et Joseph Senghor aussi, je crois. Donc, comment pouvez-vous analyser ça? Surtout que il y avait un fameux, une lettre qui était sortie pour précipiter votre départ. Et là, on n'a pas encore vu de communiqué sur ça, mais on voit des coachs en place en club qui sont au niveau de la sélection. Non, en fait, il disait que c'est le coach principal qui est concerné par cette décision. Quand tu es coach principal en club, tu ne peux pas être sélectionneur numéro 1. En fait, tu peux être adjoint, mais tu ne peux pas être sélectionneur numéro 1. Parce que on a parlé de conflit d'intérêts, des présidents en tout cas qui n'étaient pas contents quand leur coach s'absentait pour les besoins de la sélection. Moi, j'ai jamais eu de problème par rapport à ça. Tous mes présidents que j'ai eu au Stade de Mbour, à Tenguet, je n'ai jamais eu de problème avec mes présidents quand la sélection avait besoin de moi. Ça, c'est d'une. De l'autre, quand on parle de conflit d'intérêts, c'est-à-dire un coach qui est coach principal dans un club et sélectionneur, il peut y avoir conflit d'intérêts parce que par rapport à ses joueurs, tu sais, on vient tous de clubs. On vient tous de clubs. Même le coach, le sélectionneur aujourd'hui qui n'a pas de club, il a été dans un club. Donc, s'il a de très bonnes relations avec son club ou ses anciens clubs et qu'il a envie de prendre des joueurs là-bas, il va les prendre. À côté de ces coachs, tu as ses assistants qui sont des coachs titulaires dans des clubs. Il n'y a pas de conflit d'intérêt. S'ils ont envie de prendre des joueurs dans leur club, ils peuvent dire à leur principal, ouais, mon joueur là-bas, il est bon. Soit tu fais confiance à la personne ou tu ne fais pas confiance. Mais quand on parle de conflit d'intérêt, il y en aura toujours. Parce que les coachs, quel que soit le coach, on vient tous de club. Tu peux arrêter d'entraîner en club, mais tu viens de club. Tu vas pas tomber du ciel pour arriver comme ça et dire j'ai jamais été en club. Donc, conflit d'intérêt, sauf si tu n'as pas confiance à la personne ou que le gars en place, il n'est pas assez professionnel pour essayer de prendre ses joueurs. Quand j'avais le Stade de Mbour, j'avais 3 joueurs U20. C'était des U20. Mais parmi ces 3 joueurs, il y a un seul que j'avais jugé qu'il avait le niveau de la sélection, c'était Souleymane Djimisi, défenseur central, que j'ai fait venir en sélection. Les 2 autres, ils m'ont rejoint en sélection 2 ans après. Bakary Goudiaby, qui a fini à Tenguet, et Raymond Diamendo. Et pourtant, c'est des garçons que moi-même, personnellement, j'ai fait venir de Ziguinchor à Dakar quand ils étaient en U17. J'étais à Guédiawaye.
J'aurais pu dire, ouais, c'est des garçons que j'ai fait venir, c'est des garçons que j'ai avec moi depuis. Mais je ne fonctionne pas comme ça. Tu vois, pour ceux qui me connaissent, tu peux être mon fils, si t'as pas le niveau, t'as pas le niveau. Je préfère prendre des joueurs qui quand même vont jouer. Je donne l'exemple de John Lopi. John Lopi, quand je l'ai pris en sélection, on me disait, il faut prendre, comment il s'appelle encore, c'est un jeune qui jouait à Génération Foot, milieu défensif, gaucher, il est en Tunisie maintenant. Ouais, il faut prendre ce joueur-là parce qu'il a plus d'expérience que John Lopi. Il a joué la Champions League avec son club. Il est en sélection, je sais pas quoi là. John Lopi, il vient de Oslo. Je pense que si j'avais cédé en ce moment, parce que il y a des gens qui sont dans le football qui me le disaient, j'ai toujours fonctionné comme je sais fonctionner. Peut-être pour ça, certains disent que je suis têtu. Ouais, c'est quelqu'un qui est orgueilleux, qui est machin truc. J'entends tout ça. Mais je suis comme je suis. Je suis pas là pour qu'on me change. Je suis pas là pour changer les gens aussi. On essaie de travailler dans le respect. C'est tout. Si on peut pas se respecter dans le travail, ben, que chacun avance. Vous auriez pu faire venir Sofiane Diop à la Coupe du Monde en 2019 avec la sélection U20. Ça s'est pas fait au dernier moment. Qu'est-ce qui a expliqué ça? Et ensuite, comment vous analysez le fait que de quelques indiscrétions qu'on a eues, le joueur il plaçait le Sénégal comme premier choix après la France, et quelques mois plus tard, on le retrouve en sélection avec le Maroc. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre-temps. Je ne sais pas du tout. J'avais la possibilité de faire venir Sofiane et Noah Fadiga. Et c'était vraiment vrai, c'était très limite. Sofiane, j'avais échangé avec son papa. Après, il y a eu un problème administratif de leur côté. J'avais même pas mêlé les gens de la fédération, j'avais mêlé personne. Je m'en suis occupé moi-même. J'ai parlé avec le papa. J'avais échangé avec Sofiane, que j'ai d'ailleurs revu quelques années après quand il jouait à Sochaux, quand j'étais parti voir Omar Daf. On a reparlé de cette période. Après, c'est vrai que même en cette période, quand il était à Sochaux, je sentais un garçon qui avait envie. Si ça passait pas avec la France, parce qu'il était franc, si ça passait pas avec la France, qu'il aimerait venir jouer pour le Sénégal. C'est pas pour vous couper coach, mais moi j'étais parti en interview à Sochaux à l'époque avec Ousseynou Thioune et je l'avais vu en aparté et il me l'avait confié effectivement que si éventuellement ça se passe pas bien comme il voudrait, effectivement, voilà, son choix reste le Sénégal. Ouais, c'est pour ça que j'ai dit, je sais pas ce qui s'est passé en fait. Tu sais, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Tu vois, des choses même au sein de la famille qui peuvent se passer parce que son papa il est sénégalais, sa maman elle est marocaine. Ah, okay. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je ne sais pas du tout. Mais c'est un garçon à l'époque qui était prêt à venir jouer pour le Sénégal, de même que Noah aussi qui voulait. Lui, j'avais parlé à son papa Khalidou et malheureusement qui n'avait pas son passeport sénégalais, qui était expiré, je pense, ou je sais pas, quelque chose de ce genre. Et Khalil avait même fait le déplacement de la Belgique en France pour lui faire son passeport express. Mais bon, on était dans les délais, c'était vraiment short. Il fallait envoyer les listes au niveau de la FIFA. Et c'est pour ça que j'avais pas pris ces garçons, mais ils étaient prêts à venir jouer avec nous pour cette Coupe du Monde. Bah coach, alors on vous laisse le dernier mot. Je vous remercie déjà par rapport à cette invitation, de me donner l'opportunité de m'exprimer. Je pense que la dernière fois que j'avais eu cette opportunité de parler à des journalistes sénégalais, c'était, je pense, au mois de juin, au Sénégal, avant que je parte en Tanzanie. Ça fait un an. ça fait un an déjà. Donc, merci à vous. Merci aussi à toutes les personnes qui vous suivent, qui vont nous suivre et regarder cette émission. Et merci à mon agent Coliba. Je remercie aussi ma famille, mes enfants pour
le soutien constant, bien sûr mes amis qui sont au Sénégal et mes dirigeants de Azam qui m'ont donné l'opportunité cette année de travailler dans de très très bonnes conditions et voilà, de continuer ma progression parce que j'ai envie de continuer à progresser. Je suis un jeune entraîneur qui débute dans ce métier et j'ai envie de faire de grandes choses. Père Ousmane Kassé. Juste un petit peu remercier ceux avec qui on travaille. Et, Marcel Sambou, Sira Kadiake, El Ajloum. Et merci à coach aussi pour cette opportunité et surtout à Ibrahima de Saint-Top Team qui nous a fait l'honneur de co-animer cet entretien avec lui aujourd'hui. Donc à très bientôt pour le prochain interview. Merci beaucoup, chers followers. N'hésitez surtout pas à aller vous abonner à Match 360. C'est un jeune média qui est appelé à se développer. Donc, soutien, force à Média 360. Donc, c'est l'occasion aussi pour moi de remercier tous mes followers, tous les inconditionnels du football qui ne ménagent aucun effort pour que ce projet puisse réussir. Donc, c'est aussi l'occasion de remercier les cadreurs, Loum, Sira, de remercier aussi votre agent qui a coordonné tout ça, monsieur Koliba, l'homme de l'ombre, qui n'a pas voulu qu'on lui tende le micro, mais en tout cas, il connaît toute l'estime qu'on a pour lui. Aussi au personnel de l'hôtel Mercure qui nous a ouvert ses portes pour réaliser cette interview avec une très jolie vue. On a ici le Montmartre, derrière on a la Tour Eiffel. Franchement, quoi de mieux d'avoir des conditions pour tourner cette émission, en tout cas qui a été très 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 enrichissante avec un coach qui n'a pas la langue de bois, qui a dit les choses. Et j'espère que vous avez bien apprécié aussi cette émission. Donc voilà, je vous donne rendez-vous très bientôt dans nos différentes plateformes. N'hésitez surtout pas aussi à vous abonner, à liker, à donner de la force. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt.